Bon, je sais pas si on va faire un bulletin quand on est triste, déprimé, voilà un peu. Mais bon, s'il s'agit d'aller chercher un leader de fer et d'acier, de toute façon, il faudra aller le chercher ailleurs. Donc bon, voilà. Pourquoi je suis triste? D'abord parce que je pense qu'il y a peut-être une phase post-coitum animal triste. Mais là, bon, la création est une forme sans doute de coït. J'arrive au bout de la création et donc, bah voilà, ce qui était plein de niaque retombe un peu, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on écrit, je pense, ou quand on fait un film, c'est pour essayer de s'élever au-dessus de soi, de s'élever au-dessus de sa propre médiocrité, de la médiocrité du monde, et d'aller chercher de la beauté, proposer de la beauté par des phrases ou par des images, par des portraits. Bon, et hier j'étais à un enterrement, et donc à l'église de Canaples, et il y avait ce chant. Et ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire, ceux qui ont travaillé sans gloire, et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase, et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un quadrateur ou un berceau. Moi, je viens écrire, et je viens faire des films pour ça. Pour qu'ils aient un mot, pour qu'ils aient une trace, voilà. Et aussitôt, on est ramené dans la boue, dans le dégoût, quoi. Comme prévu, les journalistes remplissent leur rôle de bouclier du pouvoir. Ils n'ont même plus besoin de lire le bouquin maintenant. Bon, alors il va falloir répondre quand même. Hein. Alors voilà, c'est l'enquête. Pourquoi le livre est imprimé en Italie? Bon, je vais expliquer pourquoi. C'est pas moi qui fais le choix, c'est l'éditeur. Hein. Je ne suis pas éditeur. Tous les livres de Fakir Édition ont été imprimés en France. Pourquoi ce choix? Et simplement parce que Laurent Beccaria, l'éditeur des Arènes, a eu la mauvaise surprise plusieurs fois que quand il imprime en France, le livre d'Eva Joly, les livres de Denis Robert, immédiatement, ça se retrouve dans les bureaux des ministères, dans un certain nombre de médias complaisants à l'égard du pouvoir, avant même que le livre ne sorte publiquement. Pourquoi? Parce que c'est facile pour les RG d'aller rendre quelques services aux imprimeries dans un coin, et de dire, bah voilà, quand vous avez un bouquin un peu sensible, vous nous le faites parvenir. Donc il s'agissait, comme il c'était une opération secrète, il s'agissait d'éviter ça. Ensuite, donc voilà, le livre a été le premier tirage du livre a été fait en Italie pour cette raison-là, qui était d'éviter les services de renseignement. Évidemment, on peut se demander à quoi ça sert d'éviter les services de renseignement quand c'est pour ensuite en envoyer des caisses aux médias qui remplissent à peu près la même fonction de manière officielle. Bon, là, il faut se dire que quand il y a une attachée de communication dans une maison d'édition, mais dans à peu près toute structure, dans toute toi-même, Sylvain, tu te dis, mais bon sang, moi, mon rôle, c'est de nourrir les journalistes. Quand moi, je viens dire, mais moi, je veux qu'on les nourrisse pas, moi, je veux qu'on leur donne rien, la personne qui s'occupe des journalistes dans la maison d'édition, elle se dit, mais à quoi je sers? Moi, j'ai envie de bien faire mon travail. Et bien faire son travail, ça veut dire avoir quelque chose à dire aux journalistes. Donc, à un moment, on dit, bon, bah vas-y, envoie-leur. Une fois que le livre il est déjà dans les librairies, envoie-leur. Je pense que c'est une erreur parce que ils servent vraiment de bouclier, ils empêchent une vraie lecture du livre et ils la distordent. Alors, sur où est-ce que c'est imprimé, mais finalement, c'est en ligne sur Amazon. Bah oui, forcément, Amazon, ils ont corrigé le tir aussitôt qu'on l'a dit. Mais surtout, il y a un regard journalistique qui est à travers la petite course de chevaux. Dépêche de l'AFP, c'est est-ce que Ruffin ira dans la course à l'Élysée ou pas? On s'en fout. Vraiment, tu vois, moi ça m'écœure. Il y a peut-être une page là-dessus dans le bouquin. Tout ce qu'ils vont retenir, et encore, c'est 3 lignes ici, 2 lignes là, on ne va retenir que ça. C'est vraiment un effacement des gens. Enfin, c'est comme si en fait en permanence on voulait ramener ça au combat des importants plutôt que à l'image des gens qu'on veut donner. Tu vois. Même le camarade Kempf, tu vois, quand il dit Emmanuel Macron et François Ruffin ont tous deux réussi, mais bon, Emmanuel Macron est quand même une marche au-dessus de Ruffin. Mais moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Avec orgueil, avec prétention. Mais ça dépend de la hiérarchie qu'on a. Moi, ma hiérarchie, elle n'est pas celle du pouvoir. Elle est celle de l'art.
Et sur le terrain de l'art, mais j'ai fait un premier film, césarisé au passage, j'ai fait 15 bouquins, là j'ai un deuxième film qui paraît, j'ai encore un livre dont je prétends avoir maintenu une certaine tonalité, un certain style. Donc avec orgueil, je dis mais je ne me reconnais pas du tout Emmanuel Macron comme étant au-dessus de moi, c'est moi qui pour l'instant suis au-dessus de lui, tu vois. Mais oui, je sens, tu sais quand Victor Hugo écrit Les Châtiments s'adressant à Napoléon III, on se dit pas, ah bah tiens, est-ce que Victor Hugo, il a envie de devenir empereur à la place de Napoléon III? Non, il balance ça dans la tronche à Napoléon III et puis c'est tout. Tu vois, qui on retient entre Brel et Pompidou? Tu vois, qui j'ai envie d'être? Tu crois que j'ai envie d'être Pompidou? Eh non, je préfère 100 fois être Brel, même s'il n'a pas une once de pouvoir. Moi, mon panthéon, quand j'étais jeune, il était fait d'auteurs, d'artistes, et il l'est toujours. Je veux dire, Dostoïevski, Cavana, j'avais le portrait de Cavana chez moi, avec une citation de Pierre Desproges à côté. J'ai eu un portrait de Renaud, j'avais l'image évidemment de Brel, Brassens et Ferré, tous les trois ensemble. J'ai eu ça pour m'animer Steinbeck, tu vois, c'est ça mon panthéon. Mon panthéon, c'est pas Pierre Mendès France, tu vois, je l'ai cité hier, j'aime bien, mais enfin jamais j'ai eu une photo de Pierre Mendès France chez moi. J'ai pas eu De Gaulle non plus, j'ai pas eu Napoléon, tu vois. Donc ma hiérarchie de valeurs, elle est que l'art est de toute façon quand même nettement au-dessus du pouvoir et que c'est à cette aune-là que moi je demande à être jugé, y compris, je dirais, dans mes interventions politiques. C'est presque en artiste que je demande à être jugé. Je pense que j'apporte dans la vie politique un certain style, tu vois. C'est pas sur le fond théorique forcément, c'est pas sur les ambitions, c'est pas là-dessus. C'est un certain style que j'apporte. Ça. Mais il faut imaginer, voilà, moi, quand je sors un bouquin, c'est où est-ce qu'il est imprimé, est-ce que Amazon le vend, est-ce que Ruffin va se présenter en 2022, et puis il y a telle phrase qui apparaît comme étant un peu haineuse. Bon voilà, ils vont te chercher les bidouilles dans tous les sens. Tu verras que le jour où Macron va sortir un livre, parce qu'il paraît que Macron veut s'en sortir par un livre. J'ai vu une brève là-dessus. Tu vois, son premier était pathétique, on verra s'il fait pire pour le deuxième. Mais tu verras que là-dessus, les journalistes, ils vont aller gloser sur la transcendance, sur sa conception du pouvoir, tu vois, ils vont se la toucher, parce qu'il aura mis une bonne citation de Paul Ricoeur dans un coin, et puis ça ira bien, quoi. Donc voilà, c'est sûr que... Donc c'est pour ça que je remercie... Vraiment tous ceux, Gérard Morbillat, les Pinson Charlot, Éric Vuillard, Annie Ernaux, Michel Onfray, Frédéric Gros, Laurent Binet et François Bégodeau, qui m'ont fait le plaisir de lire vraiment le livre et de le commenter vraiment et de ne pas chercher à faire bouclier et voilà. Et donc du coup, tu vois, par exemple, Laurent Binet, ça me fait vachement plaisir quand il m'envoie un petit message en me disant quel beau montage. Mon texte, en effet, c'est un montage, puisqu'on passe de l'univers de Macron à mon univers, l'univers de Macron, mon univers. Donc, je fais un choix de narratif qui est du montage. Bah, ça me fait plaisir qu'on parle un peu de littérature dans mon cas et qu'on vienne éclairer comme ça un choix narratif. Bon, écoute, j'ai encore beaucoup à dire sur les médias. Tu sais, ça fait 3 mois que j'ai pas fait d'émission de radio ni de plateau télé. Et franchement, je sais bien qu'il va falloir que j'aille défendre le bouquin et le livre et le film. D'ailleurs, ils m'ont invité partout. On a eu des invitations tous azimuts. C'est-à-dire que le livre, il n'était pas lu, mais déjà on était invités. Moi, je leur ai dit, bon, bah écoutez, vous lisez, puis si ça vous plaît, je vais en discuter. Mais pour l'instant, on va attendre que vous l'ayez lu. Et en même temps, tu vois, la contradiction dans laquelle... Donc ça me va très bien, moi. Je me sens très bien de ne pas aller dans les médias. Je me sens vraiment... Mais le problème qu'on a, c'est que nous n'avons pas de médias de masse. Si on était comme dans l'après-guerre où le Parti communiste, il avait un quotidien par département, où il avait des journaux de sport, des journaux de culture. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il y aurait une télévision de masse, mais nous n'avons pas de médias de masse. Or, moi, politiquement, je ne crois qu'à la masse. Je ne crois qu'au mouvement de masse. Et même dans le cas de mon livre, je dirais, je ne crois qu'en vous. Je ne crois qu'au mouvement de masse dans les librairies. Mais politiquement, je ne crois qu'au mouvement de masse dans les urnes. Je ne crois qu'au mouvement de masse dans la rue. Et c'est comment faire du mouvement de masse. On est forcé d'aller à un moment passer par les médias de masse, même si on sait qu'il peut y avoir des gens
qui font honnêtement leur travail à l'intérieur, tu vois, faut pas... Il y a aussi des contradictions du système qu'il faut peser. Mais enfin, grosso modo, c'est pesant, quoi. Mais comment faire du mouvement de masse sans aller dans un média de masse? À travers toute cette critique-là, un peu rapide du journalisme, bon, il y a des séquences qui me reviennent à l'Assemblée nationale, mais bon, passons. Mais il faut s'appliquer à... Tu veux que je le raconte? Bah non, mais tu vois, quand... On coupera au pire. Ouais, non, mais quand tu vois, quand je prends la parole face à Édouard Philippe pour parler de la dépakine, je me dis, tiens, pour une fois, je vais aller salle des 4 colonnes pour faire mon truc face aux médias. Et que la question, c'est sur le drapeau européen, t'es juste désespéré, quoi. Une fois où je refais le parcours de Macron, sa proximité avec Lagardère, je me fais bâcher par les En Marche, je remonte au créneau, je me dis bon bah voilà, là au moins on a été prononcé une vérité, je regarde sur internet, tout ce qu'il y a c'est Ruffin a sorti la chemise de son pantalon quoi. Tu vois. Et pourtant, à travers tout ça et à travers le découragement, parce que vous savez, affronter le pouvoir c'est une chose, mais affronter comme un hydre à 1000 têtes, de 1000 bouches, qui viennent vous mettre dans les oreilles, sous les yeux, ce que vous n'êtes pas, que vous regardez dans ce grand miroir déformant, grossissant, horripilant, se voir en face, c'est pas chouette. Et en même temps, tu sais, quand on a eu l'entretien avec Wilkinson là, cette semaine, et à un moment, je lui ai dit que voilà, il fallait que la peur change de camp, et il était bien d'accord. Mais il a ajouté ça. Il faut toujours veiller à maintenir notre supériorité morale. Tu vois. Ouais. Tu vois, donc on va essayer de ne pas dire journalope, merdia, les traités de vallée du pouvoir. Bon, on doit malgré tout maintenir un certain pari de l'humanité qui peut exister, même chez les journalistes. Et puis aussi les contradictions du système. Tu vois, quand il y a le traité constitutionnel européen, on perçoit parfaitement une certaine dichotomie. D'un côté, il y a les éditorialistes qui sont évidemment pour le oui, tout comme les grands patrons, tout comme les patrons de presse, tout comme, voilà, massivement pour le oui. Et puis, il y a les petits reporters sur le terrain qui vont assister aux délocalisations en série et qui recueillent la parole du non. Et tu sens une tension dans l'univers médiatique entre ces deux pôles. Et je dirais que pendant tout le temps aux Gilets jaunes, on a senti la même chose. D'un côté, des journalistes sur le terrain qui allaient sur les ronds-points et qui disaient bah voilà ce qu'ils racontent, les cahiers de doléances, voilà une auxiliaire de vie sociale, voilà un ouvrier qui a perdu son boulot, enfin tu vois, et avec une certaine empathie pour les gens à qui ils tendaient le micro, et de l'autre côté, des journalistes qui jugeaient ça haineux, antisémite, tu vois, cette France moisie que tu avais dans leurs éditoriaux. Donc voilà, il faut voir que le système est traversé par des contradictions. Bon. Non, hier j'étais à un enterrement, c'est juste pour faire contraste. Hier je me trouvais à un enterrement d'un élu du coin, conseiller départemental, socialiste, Gilbert Temerman. Et tu vois, quand je menais ma campagne, les deux noms qui revenaient en permanence chez les gens, c'était Maxime Gremetz et Gilbert Temerman. Bon, pourquoi? Parce que ça se racontait encore hier, j'aime bien les enterrements, c'est l'une de mes perversions. Tu sais, je considère que l'enterrement c'est un moment de la vie, quoi. Et que finalement c'est un temps où les gens se retrouvent, ils racontent leurs histoires de famille. Voilà, c'est un moment bizarrement plein de vitalité et je dois dire que j'ai cette perversion de bien aimer ça. Brassens aussi aimait beaucoup les enterrements. Mais tu vois, hier, il racontait les gens comment il donnait son numéro de téléphone à tout le monde et il n'était pas sur liste rouge. Il y avait à côté de moi une dame complètement du peuple, Renée, qui est la femme de Roberto, qui est un militant de chez nous et qui pleurait. Parce que Gilbert était parti, tous l'appelaient même pas camarade, mais ils l'appelaient mon copain en disant que la porte était en permanence ouverte. Et là, on avait là un élu qui donc était aimé par sa famille et par son coin. Par exemple, pour reprendre les propos d'Hervé Kempf, pour moi, Gilbert Temerman, il est évidemment au-dessus de Macron. Il est évidemment au-dessus de Macron en termes d'humanité et d'amour qu'il laissera derrière lui, tu vois. Bon, Macron, il laissera un grand amour sans doute à l'AFEP. L'AFEP, c'est l'association, le sommet du CAC 40, donc, qui est venu le démarcher, on le sait maintenant, on pouvait s'en douter, mais enfin, qui est venu le démarcher à l'Élysée avec le cercle des économistes, un cercle que je combats depuis maintenant des années, des économistes hyper libéraux, donc qui sont venus lui réclamer, à peine élus,
qu'il fasse bien l'ISF tout de suite maintenant, parce que si c'est pas maintenant, ça sera trop tard. Bon, enfin, la littérature est là pour ça. Tu sais, quand ça va pas, il suffit qu'un auteur vienne te mettre la main sur l'épaule, et c'est quand même un ami par page interposée. Bon, je lis François Bégodeau, je lis pas l'histoire de la bêtise, parce que comme j'ai l'impression de nager dedans, tu vois, j'ai plutôt envie de me détacher de ça, mais je lis La molécule de François Bégodeau, je passe un super moment, j'ai presque terminé le bouquin. Donc j'ai commencé ce matin et je l'ai presque terminé. Tu vois à travers ça à quoi peut servir la littérature. D'abord à maintenir un langage vivant. Parce que le langage qu'on entend à l'Assemblée nationale est tellement déprimant par sa mollesse, par sa nullité, par sa vacuité, que heureusement qu'il y a des lieux, les livres, où on vient maintenir notre langue vivante, tu vois. C'est la première chose. Ensuite, ça vient nous offrir un point de vue. Par exemple, les premières pages, elles sont sur ce qui se passe dans un centre pour enfants handicapés. Et c'est un point de vue qui nous est offert sur comment ça peut se passer à l'intérieur, que le pur journaliste ou le pur sociologue verra pas avec cet œil-là. Donc voilà, simplement pour partager malgré tout. Et puis bon, c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est un peu bizarre d'être déprimé à ce moment-ci, alors que vraisemblablement je suis en tête des ventes dans pas mal de librairies et que le film, les salles débordent, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas à cette on-là seulement qu'on se juge. François Bégodeau m'a donc ce matin posé sa main sur mon épaule et je sais ce qui, là, dans les jours à venir, va me sortir de la déprime, tu vois. C'est votre amour. Non, mais c'est vrai, c'est l'amour des gens, quoi. C'est de sentir que, d'abord, des gens qui viennent vous raconter leur histoire, qui comptent sur vous, donc vous dites, bon, on n'a pas le droit de lâcher. Et puis ensuite, sentir qu'on est entouré, que il y a le bouclier de Macron, c'est les médias, mais moi, mon bouclier, c'est vous, hein. Si vous n'êtes pas là, je suis cuit, je suis laminé, je suis rien du tout, je suis une miette en 2 jours, quoi. Bon, voilà, donc on va aller retrouver les gens à Rouen, au Mans, et puis à Caen. Tiens, on fait les rimes en cette semaine. Et puis, je suis sûr que du coup, ça va aller beaucoup mieux après.